Bonjour à tous, bienvenue dans le 4ème épisode de La magie dans les détails, et cette fois-ci on s'intéresse à la salle sur demande. La salle sur demande, c'est donc un endroit qui apparaît quand les élèves en ont besoin, et qui contient tout ce qu'il leur faut pour ce besoin précis. Alors c'est une grande pièce avec rien. Et une grosse cheminée au fond. Dans le film, oui, la salle est complètement vide lorsque les membres de l'armée de Dumbledore la découvrent. Mais dans les romans, elle est décrite comme une pièce spacieuse, des bibliothèques s'alignaient le long des murs, et de grands coussins en soie tenaient lieu de siège. Au fond de la pièce, des étagères étaient chargées de toutes sortes d'instruments. Le chef décorateur Stuart Craig explique qu'il souhaitait un environnement neutre pour mettre en avant ce qui est le plus important dans ces scènes, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes. And its neutral, empty state when they first find it is that it is mirrored, and that seemed exciting photographically, but also appropriate in that it kind of reflected you and your need back to yourself. Bon, les miroirs c'est très beau, mais c'est très difficile à filmer et à éclairer. Il décide donc de placer les sources de lumière en dessous du sol à travers des grilles. Le souci avec ce système, c'est que le dessous des chaussures était beaucoup trop éclairé. Il a donc fallu recouvrir les semelles de tous les acteurs de velours noir. 5 personnes du département des effets spéciaux se sont ensuite amusées à enlever les reflets de l'équipe de tournage dans les nombreux miroirs. Et ça leur a pris presque 3 mois. Next 338, take one. Okay, camera. And action. En bref, une sacrée galère et pas mal de complications, mais pour un résultat assez unique et plutôt joli. Les acteurs se sont beaucoup amusés sur ce plateau et Rupert Grint a pu réaliser lui-même ses propres cascades. We all sort of pair up, and me and Hermione sort of do it, and she beats Ron, and Ron goes flying. It's a good girl power moment, good quality girl power moment. I was on a wire, and basically I didn't realise it was this sort of simple. Basically, Action. Un autre effet pratique assez impressionnant a été réalisé sur le plateau, l'explosion du mur quand Dolores Umbridge fait irruption dans la salle. Pumbata Maxima. L'effet du miroir qui se brise était compliqué à réaliser, parce qu'il fallait d'abord voir le miroir intact, puis se fissurer et tomber par terre avant de voir le mur entier exploser avec tous les acteurs à quelques mètres à peine. Le miroir était donc en plexiglas et prédécoupé au laser en plusieurs morceaux déjà cassés et collés ensemble sur le mur. Avec au dos de chaque morceau une sorte de petit bouton inséré ensuite dans un petit trou dans le mur que les techniciens n'avaient plus qu'à pousser pour faire tomber les bouts de miroir. En termes d'effets numériques, l'équipe des effets spéciaux a aussi dû relever un beau défi, créer les Patronus des membres de l'armée de Dumbledore. Pour le Patronus de Luna, le réalisateur David Yates avait pensé que ce serait joli de lui associer un animal qui pourrait voler autour d'elle, comme un oiseau ou un papillon. But she's not all that airy-fairy. I think she has that real deep side to her as well. It's running through the air, it's flying all around this room, it's defying gravity. And the idea is that the Patronus light becomes the creatures become the Patronus light. L'effet d'apparition de la porte de la salle nous paraît familier et presque évident maintenant qu'on le connaît, mais imaginez que pour les artistes numériques du film, l'idée ne leur est pas venue immédiatement. Ils ont envisagé plusieurs possibilités, comme par exemple des raies de lumière filtrant à travers le mur pour faire apparaître la porte, ou bien des sortes de blocs tournant sur eux-mêmes et révélant la porte cachée au dos de la pierre. Finalement, l'idée est que la porte se sculpte elle-même sur le mur en se dévoilant progressivement jusqu'à l'apparition du bois remplaçant la pierre. Le décor de la salle sur demande est de style gothique comme le reste de Poudlard. On y trouve un plafond voûté dont les arches se terminent par des colonnes suspendues au-dessus du sol. Mais en fait, ce décor n'a pas vraiment été créé pour la salle sur demande. Ils ont triché. Si vous êtes observateur, vous remarquerez que l'on trouve déjà ce décor, quoique légèrement différent, dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et oui, la salle sur demande, c'est aussi la salle des trophées. Bon, il y avait en plus quelques escaliers et beaucoup de trophées, mais regardez, on retrouve ici les colonnes suspendues, la cheminée et même les miroirs. La différence est qu'ici, des vitrines soutiennent les colonnes. Et ils n'ont pas utilisé cette technique qu'une seule fois.
Ce cher Horace Slughorn a lui aussi élu domicile dans la salle sur demande. Bah oui, ça marche et ça fait économiser des sous, on va pas se priver, et vous verrez que ça arrive plusieurs fois dans la saga avec d'autres décors. Revoilà à nouveau les colonnes qui reposent chacune sur 4 colonnes plus petites qu'on appelle en architecture des colonnes ioniques. Et finalement que ce décor change d'aspect n'a rien d'étonnant, puisque le principe même de la salle sur demande est de modifier son apparence en fonction des besoins. D'ailleurs, dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on découvre 2 nouvelles configurations de la salle. Lorsque Harry cherche un endroit pour cacher son livre, il pénètre dans une toute autre pièce. Il se trouvait dans une salle aussi vaste qu'une cathédrale. Filtrant à travers de hautes fenêtres, des rayons de lumière illuminaient ce qui ressemblait à une ville aux immenses murailles, constituées d'objets cachés par des générations d'occupants de Poudlard. Cette fois-ci, plus question de décor minimaliste, il faut remplir la pièce du sol au plafond. Il décide donc de replacer les vitrines sous les colonnes pour donner plus de volume à la pièce et de les remplir de tas d'objets mystérieux. Heureusement, le département de décoration a conservé tous les objets créés pour la saga, et l'ensemblière Stephanie Macmillan s'est chargée de les dissimuler au milieu de ce bazar gigantesque. Si vous avez un œil attentif, vous pouvez reconnaître ici les pièces d'échecs géantes du premier film, le gramophone du cours de danse ou encore là le projecteur utilisé par le professeur Rogue dans le troisième film. Parmi les dessins préparatoires réalisés pour le décor, on peut remarquer un détail intéressant en termes d'adaptation du roman. Harry ouvrit dans un grincement l'une des portes du placard et s'aperçut qu'on l'avait déjà utilisée pour cacher une créature en cage morte depuis longtemps et dont le squelette avait 5 pattes. Il glissa le livre du Prince de Sang Mêlé derrière la cage et referma la porte en la claquant. Et sur ce dessin, on compte bien 1, 2, 3, 4 et 5 pattes. Mais l'idée n'a finalement pas été retenue pour le film. Puisqu'au lieu de cacher le livre derrière cette cage, dans le film, c'est Ginny qui le cache quelque part. Dommage, puisqu'Harry est censé marquer l'emplacement du placard au milieu de ce fouillis avec un vieux buste qu'il coiffe du diadème de Serre d'Aigle, un foutu Horcrux, dont il est censé se souvenir plus tard. Mais bon, dans le film c'est pas grave, il le trouve parce qu'il sent sa présence. Il sent ma présence. Allez, ta gueule c'est magique. Bon, ok, la scène a au moins le mérite de nous offrir, à mon goût, une des plus belles musiques de la saga, qui colle parfaitement à l'atmosphère mélancolique et romantique du 6ème film. Parce que non, ce film n'est pas complètement nul. On retrouve cette version de la salle sur demande dans le dernier film. Juste après que Harry ait récupéré le diadème, ils doivent s'enfuir en balai pour échapper au feu démon. Stuart Craig décide donc de créer des énormes piles d'objets entassés jusqu'au plafond, et Stephanie Macmillan réquisitionne tous les meubles de la saga. Des tables et bancs de la grande salle en passant par les bureaux des autres classes, et achète en plus des centaines d'autres meubles. Même s'ils ont bien sûr un peu triché, au milieu de chaque pile se trouve en fait un tas de boîtes en contreplaqué pour donner du volume. Et bien sûr, les images de synthèse viennent agrandir le tout. 3, 2, 1, action! Et la toute dernière version de la salle sur demande, c'est lorsqu'elle sert de refuge aux élèves lors du règne des Mange-Morts à Poudlard. Neville y organise la résistance, elle est entièrement vidée à l'exception de quelques meubles et de hamacs suspendus au plafond. Les vitrines sont toujours là, mais vides. Ok, maintenant c'est le moment où on va découvrir ensemble tous les détails cachés dans le décor, un peu comme si on lançait un bon gros réveillon à la Hogwarts Legacy. Alors respirez un bon coup, et c'est parti! Est-ce que vous aviez vu que la porte disparaît pour former les miroirs derrière? Est-ce que l'entrée de la salle change de mur? On trouve une phrase écrite en latin sur le bas de la cage, dans laquelle Drago récupère l'oiseau pour tester l'armoire à disparaître. Elle est issue du livre Les Satires du poète latin Horace. Trop long à expliquer. En gros, il faut pas jouer avec le feu, faut pas se prendre pour un dieu, ce genre de truc. Deus inde ego forum aviumque maxima formido. On trouve ici Drago devant la licorne captive, célèbre image issue d'une série de tapisseries du début de la Renaissance. Et métaphore plutôt évidente, tout comme l'oiseau en cage, du piège qui se referme autour de ce pauvre Drago. La licorne est aussi généralement synonyme de pureté, on peut donc y voir le symbole de la perte de l'innocence de Drago. Au premier plan, une sculpture ressemblant à un dragon avec des insectes encore pris au piège sous une grosse cloche. Et si je vous repasse la scène avec le son, on peut entendre très nettement que le disque est rayé, ce qui est généralement de mauvais augure dans les films. Un instrument bizarre sur trépied qui ressemble à un télescope, des coraux morts dans une vitrine, moult trophées, les miroirs du cours de la Stormogré, là, une espèce de sculpture d'une cloche avec des ailes avec un écriteau devant, la harpe de Touffu, celle-ci, des objets bizarres dans des cloches pyramidales, un tas de linge sale, une pièce d'échec géante, la méchante reine blanche, des insignes et des médailles qui viennent de la salle des trophées, ici, les cages de la salle du cours de métamorphose, celle-ci, les piles de livres du décor de Fleury et Bottes, là,
un gros appareil super bizarre avec des manivelles, et je sais pas à quoi ça sert. Beaucoup de chaises, ce truc qui ressemble à la pancine, une collection de jumelles et d'instruments à lunettes bizarres. Bon, pour le dernier film, vous m'en voulez pas, on va booster un peu la luminosité, parce que c'est bien connu, dans ce film on voit rien. Ici un élément qu'on retrouve dans le bureau de Dumbledore, juste là. Est-ce qu'on n'aurait pas des prophéties là derrière? Alors, filet du diable ou tentacula vénéneuse? Un très gros meuble à potions, des violons, encore une pièce d'échecs, celle-là, encore des trophées et une immense statue de qui? Ah mais me demandez pas qui c'est, je sais pas. Le cochon du hall d'entrée de Poudlard. Coucou cochon. Un Horcrux, bravo Harry. Une statue un peu flippante que j'ai l'impression de voir bouger. 2-3 bouquins. Est-ce que ça ce serait pas cette statue du premier film? Les luminaires de la fête de Slughorn, là derrière. Un gros cornet, un objet bizarre avec des têtes de mort. Les instruments du cours de défense contre les forces du mal, juste ici. Les tasses et les boules de cristal sur les tables du cours du professeur Trelawney. Et le squelette du cours de défense contre les forces du mal du professeur Lockhart. Peut-être l'armoire de l'épouvantard, ça. Ça ressemble, non? Vous en pensez quoi? Et la cornemuse géante du concert des Bizarre Sisters. Et puis bah voilà, c'est tout. Pas grand chose au final. Dommage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Après une longue pause, c'est reparti pour explorer ensemble tous les décors de la saga. Et vous avez pu remarquer que la chaîne a aussi changé de nom pour l'occasion. Puisque j'ai décidé de filmer ma poire, le professeur Tourdesac, c'est-à-dire moi, sera désormais votre guide pour arpenter avec vous les nombreux décors des films Harry Potter et vous raconter leur histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très prochainement et en attendant, n'oubliez pas que la magie se cache dans les détails.